bonsoir à tous. Nous sommes le 7 avril 2026. Merci beaucoup à la DGP pour sa carte blanche à l'émission Les Apparences. Merci d'être présents une fois de plus si nombreux. C'est vraiment trop chouette. Et Les Apparences, c'est une chaîne Twitch, YouTube d'interviews de peintres contemporains de la scène française, d'une centaine de vidéos, de 5 de leurs peintures qui ont marqué leur parcours à des influences ou des dégoûts. Il s'agit de déployer l'univers de l'artiste de manière sérieuse mais décontractée en 1 heure pour mieux voir et sentir son œuvre. 95 interviews à date, et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de vous présenter très succinctement les peintres qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation, puisque vous pouvez les retrouver sur une durée plus longue dans leurs interviews respectives des Apparences, les artistes François Boiron, Marie-Claire Mitou, Nazanin Pouyandé, Raphaël Barantini et Céline Berger. Merci de trop d'être là, c'est trop chouette. Lors de cette 5e carte blanche, nous allons parler des rapports de la peinture contemporaine avec l'histoire de l'art. Alors que le médium photographique fête son bicentenaire, il y aurait un certain ridicule à célébrer les 36 000 ans de la peinture. Ce médium reste pourtant, comme nous allons le constater, après l'aventure des avant-gardes, profondément en lien avec son histoire. L'histoire de l'art devient alors un terrain de jeu pour les peintres contemporains et de la citation symbolique à la reprise technique, du jeu de signes au questionnement, un moyen de rebattre les cartes, de revivifier les signifiants, de ce que pourrait être un lieu commun à réactiver ou à chambouler, le patrimoine. Et alors on va commencer de manière très improvisée, parce que la dernière fois j'ai fait un débat où c'était très très cadré et j'ai travaillé pour rien. Donc là maintenant, aujourd'hui on va vraiment improviser les choses. Et on va commencer sur... donc là, vous êtes 5 artistes avec un parcours différent. Et on va commencer sur comment est arrivé l'art dans vos vies. Comment vous avez découvert l'histoire de l'art. Et peut-être on peut commencer avec toi, Nazanin, si tu veux bien. Donc, parce que tu as un parcours assez original qu'on va entendre. Merci Thomas. Comment l'art est arrivé dans ma vie? En fait, il est arrivé... j'étais assez jeune. En Iran, et pourtant toutes les conditions étaient réunies pour que l'art arrive pas normalement dans la vie de quelqu'un, parce que je suis née en 81, le début de la guerre l'Iran-l'Irak, mes parents opposants au régime, donc persécutés, la vie clandestine, etc. Mais justement mes parents, d'une certaine manière, décident de me montrer le monde de l'art, parce que ils pensaient que pour une petite fille, le seul endroit de liberté possible serait l'art. Et du coup, comment j'ai vraiment découvert la peinture, et la peinture occidentale, c'était parmi des bouquins que mon père trouvait presque de façon clandestine, parce qu'il était traducteur et écrivain, et c'est ainsi que j'ai découvert la peinture occidentale. Mais il n'y a pas que, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas que l'histoire de l'art occidental dans le monde. Il y a toutes les histoires de l'image à travers tous les pays, et chaque pays le développe d'une certaine manière. Et dans mon pays d'origine, alors tout l'accès à l'image était interdit, puisque c'est toujours le gouvernement de la République islamique qui gouvernait et qui gouverne toujours aujourd'hui. Et du coup, mon seul accès quotidien et naturel à l'image, c'était les images de propagande. Des grandes fresques des martyrs de guerre, ou bien des affiches de cinéma peintes à la main, parce qu'à l'époque, l'Internet n'existait pas, les affiches n'existaient pas. Et donc... c'est comme ça que le monde des images arrive dans ma vie. Trop bien. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as dû fuir l'Iran, et tu t'es trouvé... c'était avec quel âge? Tu avais 19 ans, c'est ça? 18. 18 ans, et tu t'es retrouvé devant toute l'histoire de l'art. C'est-à-dire, en arrivant à Paris, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que en fait, j'arrive à Paris, et... il fallait, j'avais une bourse de l'État français, et pour que cette bourse soit renouvelée, il fallait que je sois acceptée dans une grande école. Et donc, je tente les beaux-arts, et à l'époque, je peignais vraiment comme une petite fille, une jeune fille, en plus qui sort de l'Iran, pays très fermé. Je me débrouillais comme je pouvais. Alors... c'est vrai que ce qui était très troublant, c'était sortant d'un pays où l'accès à l'image est très, très limité et fermé, et on arrive ici et il y a de l'image
partout et l'accès de façon libre partout. Ça veut dire il y a des images de publicité, il y a le cinéma, il y a des bouquins, il y a les musées et on se rend pas compte, mais en fait je suis devenue assez boulimique. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était comme si j'avais été sevrée et comme si on m'avait caché quelque chose d'incroyable et que d'un coup j'avais cet accès-là. Et en fait, ce rapport de fascination par rapport à l'image que j'ai gardé toujours aujourd'hui par rapport à mon travail vient de cette contradiction et de ce contraste et de ce voyage et de ce changement de pays. Trop bien. Et toi, Raphaël, comme je vois que tu as le micro à la main, que tu es prêt à en parler, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'es tombé dans la peinture ou dans l'histoire de l'art ou comment ça s'est passé? Ben moi, j'ai grandi en Île-de-France, donc à Saint-Denis. Je suis né, j'ai grandi là-bas. J'ai fait toutes mes études là-bas avant d'aller aux Beaux-Arts de Paris. Et je dirais que je n'étais pas dans une famille qui était forcément liée aux arts visuels, aux arts plastiques. Et du coup, j'étais plutôt dans une famille où il y avait beaucoup de musique et de littérature. Malgré tout, j'avais vraiment un intérêt pour ça. Et c'est vrai que, je suis issu d'une famille métissée entre la Guadeloupe et l'Italie. Et c'est vrai que moi, j'ai eu je me rappelle en tout cas d'un premier choc esthétique un peu durant ma jeunesse. J'étais au lycée et j'avais parcouru toute la Toscane avec mon père. Et donc, on avait vraiment fait tous les sites de Florence aux fresques d'Arezzo, enfin vraiment parcouru toute la zone. Et je me rappelle à quel point effectivement j'avais été marqué par toute cette expérience visuelle. Et après coup, en fait, vraiment, ça a été une sorte d'intérêt croissant. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant d'arriver aux Beaux-Arts de Paris, à Saint-Denis, je me rappelle, je devais être peut-être en première au lycée, quelque chose comme ça, et je commençais un peu à m'intéresser à l'art contemporain, ça. Et bon, comme beaucoup de jeunes gens qui découvrent l'art contemporain, on a parfois un accès à des artistes et des mouvements qui sont peut-être assez facile à saisir, on va dire. Du coup, moi, j'avais vraiment une fixation sur le pop art et la figuration narrative, je dirais. C'est un peu mon premier accès à la peinture. Et surtout l'image imprimée. Et du coup, bon, j'ai un gros choc en découvrant le travail de Rauschenberg et de Warhol. Et ce qui est drôle, c'est que je vais apprendre la sérigraphie avant d'avoir accès à une école d'art. Et ça arrive à un moment donné avec une association à Saint-Denis qui fait de la sérigraphie un peu comme ça. Et je me rappelle un hiver pendant les vacances de Noël, ne pas vraiment avoir pris de vacances et avoir fait un stage pendant 2 semaines dans un atelier de sérigraphie avec des graphistes. Et là, voilà, gros choc esthétique, amour de la technique qui perdure encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'utilise la sérigraphie aussi bien dans mes tableaux que sur textile, sur cuir, etc. Alors vous l'aurez compris, pendant que les artistes parlent, Noé projette des tableaux de leurs propres œuvres, comme ça vous savez d'où ils parlent, quoi. Voilà. Et on va passer à une autre expérience avec Céline Berger. Oui. Donc toi, tu étais en Ardèche. Non, moi j'ai grandi en Ariège. En Ariège. Ah là, là, pardon, excuse-moi. Dans une famille de néo-ruraux, ouais. De gens qui se sont installés sur une ferme, qui ont fait le choix de s'installer sur une ferme après 68. Donc il y avait tout un parcours derrière. Bon voilà. Et j'ai découvert la peinture par l'intermédiaire, avec plusieurs expériences. Donc, je me rappelle d'un cousin de ma mère, qui était notre voisin en Ariège, qui était peintre, et qui nous avait invités à une expo c'était un peintre expressionniste. Et je me rappelle la première expo que j'ai vue, j'avais 5 ans, et j'avais vu ces grands tableaux noirs et blancs expressionnistes, ça m'avait saisi de peur. Et après, la deuxième expérience avec la peinture que j'ai eue, c'est une cousine à moi qui était venue et qui était punk à l'époque. De Montréal, c'est ça ? Du Canada. Et qui était punk, donc c'était la fin des années 70. Et elle avait déchiré son jean, elle avait recousu, et elle avait peint un portrait terrifiant sur la toile de jean. Et elle avait mis dans une pièce isolée de la maison, de notre ferme.
Et la nuit, j'étais tombée dessus, ça m'avait fait super peur. Donc en fait, c'est 2 expériences de peur, en fait. Première expérience de la peinture. Mais ce qui m'avait saisi à chaque fois dans les tableaux, l'expérience du tableau, comme j'étais pas familière du tableau, que j'allais pas dans les musées, c'était en fait l'aura du tableau, quoi. La présence, enfin vraiment presque comme une forme d'entité, quoi, que portaient les tableaux. Ensuite, une 3e expérience, la première fois que je suis allée dans un musée, c'était un raté. On était monté du fin fond de l'Ariège sur Paris. Alors à l'époque, ça se faisait pas tous les jours, avec ma mère. Ma mère qui avait toujours rêvé de peinture, mais qui n'avait pas vraiment accès. Donc elle rêvait d'aller au Louvre, et donc on est allé au Louvre. Et donc là, j'avais 7 ans, je crois, et ma mère s'est retrouvée en larmes sur un banc devant le Louvre parce que c'était un mardi, quoi. Donc c'était fermé. Et on s'est retrouvés sur un banc à nourrir les pigeons, et j'ai vu ma mère pleurer. Et ça m'a beaucoup marqué. J'avoue que c'était très impressionnant. Et puis après ça, on est quand même allé voir le musée Picasso, et j'avais bien aimé. Et puis après, pour faire vite. Ayant grandi en Ariège, j'ai vécu un grand choc culturel à mon adolescence en allant vivre pendant 1 an à Montréal. À 14 ans. Ouais. À 14 ans. Ouais. Et pendant les vacances scolaires, je me rendais tout le temps chez ma cousine, une de mes cousines, qui est artiste et qui est musicienne contemporaine à New York et qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, on disait à l'époque underground. Et puis c'était un choc, quoi. C'était fantastique pour moi. Déjà, c'était fantastique humainement parce que ma cousine était entourée d'artistes qui vivaient bien. Comment poser les... Bon, ça c'est mon approche personnelle, mais qui vivaient bien une certaine forme de marginalité. Et moi, je me suis toujours sentie marginale depuis que je suis petite. Et j'ai toujours eu honte de ma marginalité quand enfant. Et une fois que j'ai découvert New York et les artistes new-yorkais, je me suis rendu compte qu'on pouvait être un peu marginal, un peu mis de côté peut-être dans certains contextes, mais qu'on n'avait pas à avoir honte de qui on était, quoi. Donc ça, c'était super. Et à l'occasion de ce séjour à New York, un premier séjour à New York avec ma cousine, et dans un milieu artistique où j'ai découvert des performances de danse, de musique contemporaine, etc. Ma cousine m'a prêté son vélo. Et je suis allée au musée d'art moderne de New York, et pour moi ça a été une révélation, ça m'a enthousiasmée, j'ai trouvé ça fantastique. Et en sortant du musée, je me suis dit que je deviendrais peintre. Voilà. Chouette. François. Ouais. Donc François Boiron, comment ça s'est commencé pour toi alors ? C'est difficile de... Moi, j'ai eu un bon habitus, comme on dit. Des parents, en effet, cultivés, cinéastes, tout ça. Donc c'est difficile de me rappeler les premiers... Enfin, je me souviens d'un vraiment enfant de ma mère m'emmenant au musée d'art moderne, qui était au Palais de Tokyo à l'époque. Et ça a été, en effet, un éblouissement de tout de suite... des choses aussi séduisantes que Calder, les fauves, tout ça, ça m'a tout de suite emporté. Mais aussi tout ce qui pouvait traîner à la maison, il y avait beaucoup de livres. Mon père adorait la peinture, donc ça m'a bien marqué aussi. Donc c'était... Puis ce rapport, forcément le rapport au cinéma qui était très, très important, plus que la peinture. Mais donc voilà, puis aussi un tempérament, moi, plutôt un peu taiseux et avec quelques facilités. En effet, les cours de dessin, ça se passait plutôt bien. Donc voilà, c'était... Et le goût s'est affirmé petit à petit. T'as commencé à avoir du succès très très jeune, c'était autour de 21, 22 ans. Ouais, 21. Ouais. Bon, à part la jalousie qui me prend, le fait est que ton travail qu'on connaît bien, de la figuration libre, qui a été très très marqué, tout ça, peu à peu, il a évolué avec en te coltinant la peinture différente. Ouais, c'est ça, parce qu'en effet, bon, je suis rentré, enfin j'ai fait les arts déco, mais en effet très vite, tout d'un coup, avec mes chers camarades Di Rosa et Robert aussi Combas, les choses tout d'un coup se sont précipitées. Et donc on s'est retrouvés propulsés très, très vite à faire des expositions, à devoir
faire tous les 2 mois tout ça. Et à la fois, je me sentais pas tout à fait prêt, en effet, à ça. Donc j'ai repris le chemin du musée. J'ai pris, en effet, de lire des ouvrages, tout ça. Et puis tu avais la carte de la Maison des Artistes. Ouais, ça en effet un très bon truc. Vive la Maison des Artistes, tout d'un coup. En effet, on s'inscrit à la Maison des Artistes et on a une petite carte qui permet de rentrer gratuitement au Louvre très facilement. Et ça, surtout une vieille radinerie sur le côté. Ça t'a aidé à y aller plus souvent, quoi. Ouais, t'as envie, en effet. J'y suis allé vraiment un nombre de fois incalculable et j'adorais. Et donc même à cette période-là où tu... ça c'est vraiment le ça, tout c'est premier de l'homme. tableau. Ouais, presque comme un acte de foi. C'est moi qui viens dessiner humblement Et c'est un tableau très grand. Les sculptures africaines. Il y en avait un deuxième où c'était plus l'Europe centrale. Enfin voilà, presque en côté d'aller s'imprégner du musée de l'homme. Très bien. Et Marie-Claire, toi tu m'as raconté que tu avais un rapport peut-être plus conceptuel. C'était venu de manière plus conceptuelle. Mais Céline a soulevé le sentiment de marge, ça c'est sûr, le sentiment d'être différent, d'être un peu ailleurs. Oui, c'est des questions qui posent les questions d'origine. C'est pas des choses que j'ai soulevées avant de venir. Donc une enfance dans une nature très généreuse et très large, et donc pas mal de solitude, assez peu de culture. Et les enjeux de l'art ont dû être perceptibles au travers des livres, la philosophie, la littérature, où je sentais qu'il y avait des enjeux qui pouvaient être pertinents pour moi. Donc il y a une grosse capacité à l'absorption, à connaître tout ça. Et puis, donc très vite les écoles. J'ai adoré étudier, j'ai adoré circuler dans des milliards de choses. Mais de l'art pariétal, quoi, comment c'est né, une espèce de boulimie de connaissances. Ça, c'était assez puissant. Et pour vraiment le démarrage de la peinture, elle était complexe pour moi, de l'aborder sur le plan formel, parce que tout était possible. Et ce tout était possible, c'était quand même une chose très très questionnante et très perturbante. Et c'est vrai qu'il y avait des vents très contraires à l'époque où j'étais censée commencer une œuvre. Donc il y avait... Quand tu parles des vents contraires, c'est par rapport à la docilité envers la peinture. Qui pouvaient s'opposer. Il y avait Génération de la nouvelle peinture, et puis il y avait les conceptuels, qui étaient aussi très intéressants. Et le milieu conceptuel et minimal, il donnait aussi la capacité à imaginer des formes à partir d'une pensée bien construite. Et ça a dû m'aider à démarrer un protocole qui après a vraiment libéré la forme. C'est-à-dire en se serrant de façon très pointue, une méthode. J'ai pu après amorcer des formes de façon infinie. Et toi, tu étais la seule de la salle, de ce plateau qui enseigne encore aujourd'hui. C'est vrai. François a pris sa retraite et tout ça. Oui. Mais tu enseignes l'histoire de l'art. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes. Non, mais j'ai surtout ne pas aimé. J'ai pas pu me projeter dans l'idée de vendre mon œuvre. Oui. Donc je suis devenue enseignante assez tardivement. Je vais avoir 35 ans. Où j'ai été abordée par des marchands, et je me suis dessaisie de mon œuvre, et ça n'a pas été fait du tout. Ça n'a pas été convenable pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu apprends à tes étudiants sur les artistes que tu présentes, comment tu l'abordes, c'est-à-dire est-ce que c'est un savoir universitaire, moi, je lis assez peu de textes critiques, ça c'est sûr. Je me sens une aptitude à parler des choses qui, pour moi, ont un enjeu. Voilà. C'est-à-dire, on propose une question qui, moi, me trouble et qui me permet d'habiter, parce que je ne me considère pas comme étant expert sur ces questions, questions qui sont quand même sérieuses, infinies, lourdes. D'histoire de l'art ? Non. Ah non, oui, c'est ça. Non, j'ai toujours été dans mon propre... mais quand on enseigne l'art... il faut pouvoir en parler, pouvoir circonscrire des questions et les instruire.
Et de fait, c'est des choses qui deviennent, qui me sont propres. Plus concrètement, par exemple, tu apprends la relation à la nature ou ça, tu m'as expliqué ça. Oui. Mais comment, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu transmets dans cet enseignement? Beaucoup le lien de l'art et son contexte et son lieu. Je suis très très. J'ai découvert ça au fur et à mesure de mes questions. Hein. Je pense que ça a dû démarrer à New York il y a très longtemps, où j'ai découvert l'art de Hopper. Et je me suis dit, mais Hopper, on ne peut le comprendre que quand on voit New York. C'est-à-dire la lumière même du lieu, il n'était pas loin de l'Hudson River. Enfin, il y avait une lumière très très puissante, et puis il y avait la verticalité de la ville. Et je me disais, ben oui, il est là l'enjeu. Tout était fait, il n'y avait plus qu'à cadrer. Et ça s'est renouvelé. Et pour mes étudiants, je raconte comment l'art est un décodage de la géographie, du lieu. C'est quelque chose qui peut être très très plein. Et donc tu t'es toujours intéressé à la vie quotidienne des artistes et à même leur géographie. Donc ça peut aller de Bonnard à Monet, à Séraphine, à Matisse, à Hiroshige. C'est vrai. Et par exemple, Hiroshige, qu'est-ce que tu as fait par exemple pour Hiroshige? Parce que ça m'a beaucoup amusé cette histoire de... Un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir. Hiroshige, je trouvais assez étonnant. Ouais. C'est une peinture qui donc c'est un peintre japonais. m'interrogeait beaucoup. Ouais. C'est un peintre japonais, graveur, milieu 19e, et qui a peint notamment un chemin qui s'appelle le Petit Hokkaido, qui est entre Kyoto et Tokyo. Et je me suis dit, il faut que... Donc je me suis trouvé une petite maison à Kyoto. Ouais. Et j'ai commencé à égrener des points de chute avec un petit train. Et, donc tu as fait tous les spots où il a fait ses gravures. Fuji, le Fuji, tout le monde en parle, mais c'est vrai on comprend pourquoi c'est une divinité, parce qu'on le voit de partout. Il est très très grand, il est immense, il est absolument parfait. C'est un cône parfait. Et c'est quelque chose qui effectivement subjugue. Donc c'est des basculements où on voit les choses naître et les raisons. En quoi ça t'aide de voir comme ça, parce que là c'est quasiment existentiel, tu t'approches d'artistes de manière très concrète. Tu allais aussi voir les hôtels où Matisse avait travaillé, ou des genres de choses. Qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que ça t'apporte à ton travail? Par exemple, il y a l'aventure Bonnard. Et Bonnard, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi au fond. Bonnard, c'est un homme parce que sa peinture, elle est très lointaine de la mienne. Peut-être l'homme, dans sa façon d'être très en retrait, très discret, très tâtonnant et pas du tout autoritaire. Et les choses se touchent entre elles, il n'y a pas de contour. Je pense qu'il y a cet esprit-là qui m'intéressait. Et son rapport très documentaire à sa vie, et où chaque lieu et milieu est instruit. Et du coup, on a envie de voir où ça se passe pour comprendre l'œuvre. Et là, tout dernièrement, il y a eu le sujet de sa maison à Vernon, qui est abandonnée, qui a été rachetée par le leur. Et je me suis dit, mais oui, il faut essayer de voir ce qui s'est passé, voire même de la requalifier, moi, en qualité de peintre, comment je peux la réparer, parce qu'elle a quand même été très, très abandonnée, à côté de celle de Giverny, qui accueille 2 millions de personnes, ou je ne sais pas combien, des milliers de personnes par an, et où il y avait cette chose à creuser, et qui, sur le paysage, et la scène, et ses miroitements, et donc ça décode le Parce que toi, tu me racontais que ça pouvait t'aider aussi, on va dire, dans l'existence, de voir Bonnard peiner, ou de connaître ses doutes, ou des choses comme ça, d'avoir des alliés comme ça dans ton travail, à la tâche, à la pratique. Oui, parce qu'on sent que c'est un homme qui circule sans affirmer qu'il est un grand artiste, qu'il est un grand peintre. Il a son petit rouleau de toile, son sac de punaises, et puis il va là où le mur se presse, et où il sent qu'il peut y avoir un sujet. Et je trouve que c'est très intéressant de voir le milieu dans lequel le peintre agit. Ça décode. Toi, François, tu as des artistes comme ça que tu suis comme des rôles modèles un peu, ou des... Oui, ça le micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Ça change en permanence. Enfin, en effet, c'est des coups de foudre, et après, et qui évoluent au cours des périodes. Là, tu m'as raconté que tu lisais des choses sur les impressionnistes avec délectation. Enfin, récemment, John Rewald, je crois. John Rewald, c'est un livre, en effet,
je crois qu'il est épuisé, qui a été écrit dans les années 70. C'est l'aventure de l'impressionnisme, c'est ça? Ouais. C'est l'histoire de l'impressionnisme. Mais enfin, ça vaut toutes très les... anecdotique. Enfin, c'est très documenté, c'est un travail, très concret. travail d'enquête super approfondi. Il l'a fait tôt et tout ça, donc c'est très très bon. Je sais pas pourquoi le livre est épuisé, c'est très très compliqué à trouver. Mais enfin, on peut en cherchant un peu, on le trouve. Et ça, c'est vraiment une. Enfin, il est génial ce livre en 2 tomes. Là, très je profite de ce tableau aussi pour vous indiquer que donc là, c'est une citation de l'Escarpolette de Fragonard. Ouais. Et donc là, ça m'introduit à la question de la citation, parce que vous êtes beaucoup à utiliser la citation dans votre travail. Qu'est-ce qui fait que toi, d'un coup, tu as mélangé cette magnifique tour des Lilas que j'adore elle est belle, la tour de la télévision. À Fragonard. C'était une série un peu, les transparences, comme ça, je partais. Au début, c'était des images un peu de mythes populaires comme Robinson Crusoe ou Scheherazade, tout ça. Puis après, on est fait à partir C'était Scheherazade télévision, par exemple, quoi. Ouais, c'était la télévision. Se superposer à Scheherazade, enfin des petites plaisanteries comme ça, mais c'était aussi une manière d'exercice aussi, de faire des copies d'un Fragonard, tout ça. Enfin, j'apprenais beaucoup comme ça, mais enfin en effet de superposer une scène comme ça. C'était reçu comment à l'époque? Donc ça, c'est en 96, donc au moment où je pense par exemple à La Beauté en Avignon c'est un peu plus tard, oui. Après, c'est en 2000. Non, ça avait été bien accueilli, les gens. Ok. Parce que par exemple, je me souviens de toi avoir fait des copies de Jean Jouvenet avec. À la bombe et tout ça, c'est vrai. À la bombe de tag, quoi. Où c'est longtemps. C'était pas le regard ou de réactionnaire dans ce. Oh, écoute, je ne sais pas entendu. Ça va passer comme sur les ailes d'un canard, mais non, puis d'utiliser en effet, enfin pour La Beauté en Avignon, c'était dans une grosse usine désaffectée avec des surfaces vraiment très très grandes, donc d'utiliser la bombe, ça s'y prêtait très bien. Et c'était là aussi amusant de mélanger comme ça deux univers très différent. Mais enfin, Fragonard, c'est sûr que c'était un amour. Enfin, j'adore toujours Fragonard. Pour moi, il y a un truc tellement. Enfin, déjà que le côté peinture heureuse, moi, j'aime bien ça. Moi, tant qu'à faire. Et Fragonard. Fragonard, il y a un truc très humain chez lui, enfin que j'aime beaucoup. Enfin, on a été voir l'exposition Greuze il n'y a pas si longtemps. Greuze, c'est un peu le contraire. Il y a un côté un peu malsain chez Greuze, alors que Fragonard, je trouve que ça réconcilie avec l'humanité. J'aime bien comment. Et alors, toi, Raphaël, tu te décris comme presque faire du collage, puisque d'un coup, tu vas récupérer. Peut-être raconte-nous un petit peu comment tu travailles tes tableaux. Mais ouais, la citation est. On va dire qu'elle, voilà, comme l'exemple que vous avez là. La citation, elle se fait à différents endroits et avec différents types d'iconographie, je dirais. Moi, j'ai un gros travail de recherche d'images en amont quand je fais cette étape de composition préalable, parce que moi, je travaille beaucoup numériquement en amont sur mes collages numériques, du coup. Et je peux aussi bien utiliser des images que je trouve dans des musées encyclopédiques, comme on dit, je sais pas, au Louvre, au Metropolitan Museum à New York, etc., que dans des fonds aussi photographiques parfois. Donc c'est vrai que je mélange vraiment aussi les sources, quoi. C'est-à-dire qu'on a de l'histoire de la peinture, on a de la photographie, mais qui est plutôt une photographie qui est chargé aussi d'une histoire coloniale, parce que c'est des fonds photographiques souvent de l'époque coloniale, donc pris en Afrique, de l'Ouest central, un petit peu aux Antilles et un petit peu au Brésil, parce que je collectionne beaucoup de ce type d'images, de cartes postales anciennes, donc il y a souvent les visages sont photographiques parce qu'ils proviennent de ce type de matériaux.
Et puis après, voilà, il y a cette phase un peu de composition et où effectivement je joue aussi avec l'histoire du médium, on va dire. Et le côté carnaval comme ça. Ouais, bah en fait, par exemple sur les pièces textiles, je m'amuse par la forme. Alors quand je dis des pièces textiles, c'est des très grandes pièces qui peuvent faire jusqu'à 20 mètres de long sur 5 de haut. Donc ça, c'est des plus grosses pièces que j'avais fait pour mon expo au Panthéon. Et là, effectivement, dans un contexte comme le Panthéon, voilà, qui est quand même chargé aussi de toutes les œuvres qui sont présentes dans le monument et alors d'ailleurs, qui sont pas des fresques, parce que c'est des toiles installées comme des fresques dans le monument. Moi, j'avais envie de convoquer des supports, notamment donc textiles, qui puissent évoquer ces grands codes de la peinture comme notamment exactement cette pièce-là, les grandes scènes de bataille napoléoniennes, par exemple. Et donc, du coup, il y a ce jeu de renversement où, d'un seul coup, alors oui, on est dans quelque chose de panoramique, de narratif, mais en même temps, le fait de rendre un tableau presque dans un cadre d'une installation, d'un environnement, là, avec aussi une symbolique in situ qui est très forte. Voilà, d'un seul coup, il va y avoir un glissement comme ça. Et alors là, pour la petite histoire, hein, cette pièce-là, cette grande pièce panoramique qui évoque la bataille de Vertières. La bataille de Vertières, il y a peu de gens qui la connaissent, mais c'est une bataille très importante dans l'histoire de la Caraïbe. Et c'est le moment où à Saint-Domingue, les insurgés qui étaient esclavagisés se battaient contre les troupes napoléoniennes. C'est la bataille au moment où les insurgés gagnent contre les forces napoléoniennes et l'indépendance d'Haïti est une réalité grâce à cette bataille. Et donc du coup, j'ai installé cette œuvre en regard, en miroir, je dirais, d'un groupe sculpté en marbre de Napoléon sur un cheval. Donc c'est un portrait équestre il est accompagné d'autres soldats. Et donc là, il y avait ces œuvres qui réagissaient eux-mêmes aux œuvres présentes dans le monument. Et au-dessus, on a un portrait équestre de Toussaint Louverture, où là, je viens prélever aussi dans la sculpture, en tout cas dans l'histoire de la sculpture, des éléments très forts, représentant un peu le pouvoir, l'iconographie du pouvoir. Et c'est le portrait équestre de Louis XIV qui est devant le château de Versailles. Et on a Toussaint Louverture qui fait face à Napoléon. Donc, souvent comme ça, une façon de citer l'histoire de l'art, mais pour lui faire dire autre chose. Et du coup, c'est une sorte de... moi, je dis tout souvent ça par rapport à ces œuvres qui sont chargées d'une histoire aussi. C'est que c'est un peu des fabulations critiques. C'est-à-dire que c'est des moments historiques qui n'ont pas de représentation, qui sont un peu absents du coup de l'histoire de l'art. Même de l'imaginaire commun. Et de l'imaginaire collectif, ouais. Et du coup, moi, ce qui m'amuse, c'est de donner une image à ces moments. Et ça t'amuse, et c'est un peu plus grave que ça t'amusait. Oui, non, bien sûr. Non, je dis ça pour... Non, mais bien sûr. Parce que c'est pas rien de faire ça au Panthéon aussi. Le lieu même charge ton œuvre, quoi. En tout cas, toute mon intervention dans le Panthéon a été imaginée comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la confrontation à un monument historique qui forge l'histoire de France, et à la fois, il y avait l'idée que cette intervention dans ce monument, elle devait pas être gratuite, et que du coup, je voulais aller jusqu'au bout d'un point de vue de posture historique et politique, de mon sens. Et ça, par exemple, c'est une série de bannières. Donc c'est sur toile, ça. C'est pour juste techniquement vous expliquer. C'est donc des pièces qui sont peintes et sérigraphiées sur toile. C'est des accumulations de strates de sérigraphie les unes après les autres. Donc c'est une série de 10 bannières qui accueillaient les visiteurs dans le Panthéon, et en gros elles représentent 10 figures historiques assez méconnues aussi de l'histoire de France. Moi je les intègre dans l'histoire de France, mais c'est des femmes et des hommes qui ont tous se sont battus pour l'abolition de l'esclavage. Alors, j'ai concentré mon intérêt sur des figures historiques qui étaient de territoires liés à la France. Donc, on a la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion,
Sainte-Lucie qui était française à un moment donné, Haïti bien sûr. Et donc cette série, elle est assez symptomatique de mon modus operandi, parce que là on voit par exemple la pièce centrale, qui est une bannière qui s'intitule Toya. C'est en fait le buste de la victoire de Samothrace qui est au Louvre. Une photographie issue d'un fonds photographique qui vient du Brésil, d'Albert Henschel, un photographe. C'est une série qui est assez forte parce que c'est vraiment le début de la photographie. Donc on est aux alentours de 1870 et en fait comme l'esclavage a perduré très longtemps au Brésil, c'est les seules archives photographiques qu'on a de personnes encore esclavagisées. Et donc voilà, et après on a des et le fait que en tant que spectateur, peut-être qu'on arrive devant tes œuvres et qu'on n'a pas l'information, est-ce que c'est grave ou pas pour toi? Effectivement, alors déjà j'évoque des histoires qui sont assez méconnues. Tu disais que ça faisait très peu de place dans les dictionnaires ou dans les livres. Oui, c'est pour le coup, par exemple, la bataille de Vertières que j'évoquais précédemment, j'ai pris connaissance de cette bataille en lisant un bouquin d'un historien canadien. Bon, c'est un bouquin francophone. Et c'est vrai que dans les livres d'histoire français, on avait vraiment peu accès à cet épisode-là de l'histoire d'Haïti. Donc là, quand tu soignes le Panthéon, on va dire, c'est quand même important qu'il y ait une médiation autour de tous ces sens et de on s'est rendu tout ce que tu as brassé, quoi. C'est ça, on s'est rendu compte. Alors on a fait un gros travail de médiation, effectivement, avec un petit journal où on pouvait apprendre des choses sur chaque pièce, sur les figures qui étaient évoquées. Alors moi j'aime bien néanmoins laisser un espace au spectateur pour qu'il reçoive l'œuvre comme il en a envie. Donc bien sûr c'est pas une obligation de lire les cartels, mais c'est assez, en tout cas pour ces expositions-là où il y avait vraiment un contenu historique et politique important, je pense que c'était indispensable. Et on s'est rendu compte, il y a eu beaucoup de scolaires par exemple dans cette exposition, que vraiment j'ai reçu des messages assez émouvants de profs, j'ai reçu des dessins à mon atelier, toute une classe m'a envoyé ses dessins suite à l'expo, et où vraiment on m'avait dit que ce travail de médiation, il avait servi vraiment d'un point de vue pédagogique, et puis aussi juste tout simplement, moi je me suis rendu compte même que dans la diaspora antillaise par exemple, à Paris, il y avait plein de figures qui étaient méconnues même dans la diaspora. Donc c'est des choses qui, je pense, alors si on a envie d'aller plus loin, on peut aller les chercher dans la médiation. Après, je ne les impose pas. Voilà, exactement. Nazanin, toi, tu es une très grande collectionneuse de plein d'objets chez toi. Ton atelier est blindé d'objets qui viennent de partout dans le monde. De la même manière, tu es une grande collectionneuse dans tes tableaux, où il y a énormément de citations également. Est-ce que tu peux parce que ça peut être des masques africains, comme des œuvres occidentales, que tu fais les copies à l'intérieur et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu intègres ça dans ton travail? En fait, la présence... Merci beaucoup. Les citations directes, etc., c'est quelque chose qui est arrivé presque depuis le début de mon travail, mais qui s'est évolué de façon assez inattendue. En fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, donc il y a quand même plus de 25 ans, mes premières peintures, je me suis rendu compte plus tard qu'elles étaient inconsciemment complètement influencées par les portraits de propagande, etc. Et comme quoi, en fait, des choses qu'on voit, même quand on les aime pas, ça impacte l'image. Et du coup, en fait, cette espèce le fait d'être impacté par une image qu'on voit, c'est quelque chose que je cherche toujours, comme si je voulais que mes peintures soient aussi fortes que les peintures de propagande, mais sans message politique. Et alors, donc, en fait, les citations, c'est comme si déjà les toutes premières peintures que je faisais complètement inconsciemment et involontairement, c'était un peu des citations de portée de propagande, et je peignais d'autres gens, etc. Et à l'époque, donc, je me suis quand même rendu compte de ça, et j'ai voulu m'éloigner de ça. Et
à l'époque, tu dois t'en souvenir parce qu'on était aux Beaux-Arts ensemble, il y avait très peu de gens qui faisaient de la peinture. Et donc, pour le coup, du coup, les peintres contemporains, il y en avait peu. Moi, j'adorais la peinture figurative, mais puisque je trouvais très peu de peintres figuratifs, je regardais beaucoup la photo. Et à l'époque, il y avait beaucoup de photographes, justement, qui faisaient comme des peintres, comme Gregory Cretson ou Jeff Wall ou Di Corsia, etc. La photographie plasticienne. Exactement. Le professeur revient. Voilà, c'est ça. Non, ils avaient le droit de photographier des petites fleurs et le portrait de leur mère, tout ça, alors qu'en peinture, on se faisait engueuler si on faisait des choses pareilles. Et Jeff Wall a dit récemment qu'il aurait voulu être peintre finalement. Ouais. Ben oui, ça se voit. Hein. Oui, mais maintenant, parce que maintenant la peinture est à la mode. Hein. C'est ça. Et donc toi, les citations. Ouais. Oui, et du coup, c'était pour dire que j'ai regardé beaucoup de photos et je faisais des citations aussi parfois de ces photos-là. Je les décalais, je les mélangeais avec mes propres photos, etc. Et petit à petit, j'ai abandonné tout ce processus comme ça et je me suis mise à peindre des gens autour de moi et je leur demandais de prendre des poses. Et à cette époque-là, au fur et à mesure, du coup, ma peinture devenait plus introvertie, plus personnelle, plus intime. Je me suis énormément intéressée à la peinture qu'on appelle de pré-Renaissance, italienne et flamande. Les primitifs flamands et primitifs italiens, oui. Exactement. Tu avais une trentaine d'années, c'est ça, quand tu as commencé à... Non, un peu moins. Un peu moins, encore, ouais. Et j'ai commencé à m'inspirer des paysages, par exemple, de Patinir, etc., dans mes propres peintures. Et du coup, en fait, les citations ont toujours continué, mais comme je disais, à mon arrivée en France, toutes les sources d'images m'ont toujours fascinée, intéressée, sans hiérarchie. Et du coup, il y a eu aussi les arts premiers. Et tous mes voyages, par exemple, je suis allée au Bénin, au Tibet, en Inde, en Chine. Et à chaque fois, les arts traditionnels d'autres pays me racontaient plein de choses sur l'humanité. Et je me suis beaucoup intéressée du coup à la théorie de créolisation d'Édouard Glissant, comme quoi si deux cultures se rencontrent de façon égale, il y a une troisième chose qui est imprévisible, et ça c'est la naissance de cette troisième chose. Lui bien sûr il parle des migrations des peuples noirs, mais en fait ça compte absolument pour tout. Et pour nous tous, aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de disparition de frontières, parce qu'il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de migrations, et du coup, l'identité nationale, d'une manière fixe et figée, pour moi, a plus du tout de sens, surtout dans le domaine de l'art, où tu rencontres toujours en permanence d'autres gens, etc. Et donc... Juste un exemple, pourquoi à un moment je me suis intéressée au masque africain. C'était même avant d'aller au Bénin, parce que j'ai fait une résidence. En fait, quand je rencontre une source visuelle qui me fascine, j'intellectualise pas, je me dis pas pourquoi je suis attirée. Je suis attirée et après, parfois j'invente un dialogue avec cette chose-là, et après, je me rends compte de pourquoi. Et avec les masques africains, je pense qu'il y a énormément de peintres qui se sont inspirés de ça, Picasso, etc. C'est que vous êtes devant un objet très simple, géométrique, et cet objet, d'un coup... il vous met par rapport à vos instincts les plus primitifs. Il vous parle de la mort, de la fertilité, de la naissance, de l'amour, de la guerre. Et moi, je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, c'est ça que je cherche avec mes tableaux. Ça veut dire ce rapport que vous vous sentiez concerné et vous saviez pas forcément pourquoi. Et le fait est que
tes tableaux, c'est des tableaux avec une tradition occidentale aussi, c'est-à-dire qu'il y a Bien sûr. Dans la manière dont c'est peint, ça c'est peint à l'huile sur toile, et ça c'est quelque chose que tu as déjà, tu t'es déjà dit que tu allais t'abîmer dans. Enfin, tu vois, la question c'est que tu fais rentrer ça dans une tradition, on va dire de la haute peinture. On sent cette chose-là dans ton travail. Ça, tu t'es posé la question ou pas de comment t'intégrer d'autres arts dans ce cadre-là Ça se fait pour moi de façon très naturelle. C'est mon monde. Et après, pour revenir à ta question, par exemple sur cette toile, pourquoi il y a parfois des vraies citations d'œuvres de maîtres en fait, pour moi, ça a plusieurs raisons. Déjà, moi, je me sens toujours comme quelqu'un qui apprend. Je dis pas, je suis une artiste finie. Et quand je copie des citations, c'est pour exprimer mon amour pour la peinture, les maîtres qui m'ont influencé, que en fait, j'apprends en les regardant. Ensuite, ça donne des moyens de composition assez ludiques, des tableaux dans le tableau. Je peux jouer aussi avec les dimensions, aussi avec l'imaginaire du spectateur. Ça veut dire il prend un temps pour se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de peindre un autre tableau qui est en train d'être peint. Bien dans ce tableau-là. Voilà. Et en fait, ça parle beaucoup du coup de l'acte de peindre aussi. Voilà. Trop bien. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Céline, c'est que tu as aussi vécu du jour au lendemain en Russie par amour. Donc tu t'es trouvé en Russie, tu avais 31 ans, c'est ça ? Oui. Et je trouve que dans ta manière de travailler, peut-être que tu peux nous parler de ta manière de travailler, qui peut être à la fois hyper réaliste et des fois très naïve, très assumée, enfin d'avoir comme ça une palette entre le haut et le bas, ou en tout cas de ne pas faire de critères dans ton style par rapport au regard de la haute culture ou de la basse culture, parce que tu es capable de tout faire. Oui, je suis comme Walt Whitman, je contiens des multitudes. Voilà, alors prends soin. Non, je sais pas quoi dire sur ça. En fait, chaque peinture est une aventure. Et donc, quand je commence un tableau, je pense pas en termes de série, je pense en termes d'aventure spécifique que je vais vivre et de nécessité. Et tu penses en termes de chef-d'œuvre ou pas ? C'est-à-dire, tu te dis, c'est mon dernier, c'est le tableau qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je pense en termes de chef-d'œuvre personnel. C'est-à-dire que j'ai un rapport à la peinture. Je pense qu'il faut penser le chef-d'œuvre parce que sinon on n'est pas très généreux, mais le chef-d'œuvre, c'est pas forcément un chef-d'œuvre institutionnel. Bien sûr. Il y a plein de chefs-d'œuvre. Bien que le tableau du chat, je sais pas si on peut le voir, il y a un chat, tu l'as offert au MoCo, je crois, récemment, à Montpellier, c'est ça ? Ouais. Donc c'est quand même important qu'il soit vu dans un musée et tout ça, quoi. Ouais. Et ce tableau-là, il fait référence, par exemple, à Pavel Filonov, qui était un peintre soviétique, qui est très peu connu ici. Et Yuri Norstein, qui est un animateur de dessins animés soviétiques aussi, qui sont des grandes sources d'inspiration pour moi. Et à l'intérieur, c'est un petit peu comme Nazanin, hein, il y a des images dans les images. Il y a aussi une part d'humour dans mon travail. Bon, c'est pas forcément évident, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail. Donc là, j'ai fait une espèce de... Comme c'était un tableau que j'avais pensé aussi en pensant à l'exposition Immortelle au MoCo. À la salle, il y avait une salle consacrée à l'histoire de l'art, justement. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un tableau en pensant à ça. La commissaire de l'exposition, Amélie Adamo, m'avait dit bon voilà, il faut que tu t'imagines un tableau où tu peins l'artiste en situation dans son atelier, ou alors tu fais des références à ton œuvre ou des œuvres d'histoire de l'art. Voilà, donc j'ai fait un peu tout ça, j'ai fait des sortes d'autoportraits avec mes propres mains. Une petite carte, là, c'est des tableaux à toi, parce qu'on les reconnaît. Voilà, c'est mon best-of personnel. Donc c'est ton chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, alors. Et au milieu, il y a une espèce d'entité qui représente à la fois mes chats et peut-être moi-même. Et au-dessus, une œuvre que j'étais en train de réaliser avec avec des villageois qui vivent autour de moi. Et t'as fait un mur t'as refait un mur autour de ton village. Ouais, on a fait une œuvre collective
Un des trucs qui a été reproché souvent à la peinture, toi tu as bien vécu notre génération aussi ce truc-là, c'était le côté réactionnaire d'être dans une continuité par rapport à l'histoire de l'art, plutôt dans une rupture, de ne pas retourner la table et tout ça. Toi, il y a quand même un progressisme de gauche qui se veut une chose positive, qui est une chose positive, c'est l'idée que, je sais pas, on a moins mal aux dents, on soigne mieux, les gens sont plus chauffés et tout ça. Comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à la peinture? Est-ce que j'ai quand même pas mal réfléchi à la notion de progrès. Et il me semble que la notion de progrès, on la retrouve dans les temps modernes depuis 500 ans, en fait. Elle accompagne, en dehors de les idées des Lumières, de la Révolution française, etc., le marxisme et plein d'autres choses, il me semble quand même que le progrès, ça accompagne beaucoup l'idée de développement technique au cours de ces 500 dernières années. À mon avis, c'est vraiment... on associe énormément le progrès à l'idée de développement technique. Et là, ces dernières années, avec des développements technologiques très importants, dont on ne connaît pas vraiment les finalités, en fait, ni qui ces développements technologiques servent ou pas, il me semble qu'il ne faudrait pas abandonner l'idée de progrès, mais il faudrait envisager l'idée de progrès sous la forme de progrès humain. Et donc, peut-être progrès de la conscience sans tomber dans quelque chose de trop spirituel ou un peu ésotérique. Mais je pense qu'il faudrait penser en termes de progrès, en termes de conscience. Donc, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il me semble que dans la modernité, notamment au XXe siècle, on a associé la pertinence en art, notamment en art moderne, en fonction de ce que l'art pouvait apporter en termes de progrès par rapport aux époques précédentes. Donc il fallait marquer des ruptures. Et ça crée des mouvements artistiques intéressants. Mais ce qui peut être problématique aujourd'hui, je crois, c'est que en fait, la première partie du XXe siècle notamment, en fait, on y voit se développer beaucoup de mouvements qui s'inscrivent dans une ligne théorique et esthétique précise au détriment d'autres manières d'aborder contre, et donc qui jettent à la poubelle tout le reste. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Et je pense que quand on aborde l'art, n'importe quel médium en fait artistique, on ne peut plus se permettre de penser avec la doxa d'il y a 100 ans. Même si elle apportait des choses positives. Et dans ce qui concerne le domaine de la peinture, tu disais que ça pouvait être réactionnaire, considéré comme quelque chose de réactionnaire et bourgeois. Ça peut l'être, effectivement, parce que c'est un héritage d'une longue histoire et qu'au début du XXe siècle, effectivement, il y avait une certaine peinture qui incarnait ça, parfaitement ça. Mais aujourd'hui, quand même, on a eu 40 ans d'abandon institutionnel, au moins, par rapport à la peinture figurative, enfin, il me semble, en tout cas. Et moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais été particulièrement mis en valeur par les institutions françaises. Mais ce que je veux dire, c'est que attends, merde, je sais plus où j'en suis. Attendez, excusez-moi. J'ai un truc intéressant à dire. C'était très bien. Je suis troublée. Par exemple, il y a quand même la peinture, en fait, c'est quand même une pratique qui s'est développée dans tous les milieux sociaux, y compris les milieux populaires. C'est une pratique, il y a notamment une pratique amateur très très développée. Et je crois que le dessin, c'est le 23% des activités, c'est l'activité principale comme loisir d'activité, c'est l'activité principale des Français. Ouais. Et donc, par exemple, il y a des expressions qui s'appliquent à la peinture, comme la croûte, le tableau de chevalet, le tableautin. Et c'est empreint d'un certain mépris de classe, quand même, paradoxalement. Donc, en parlant de médium bourgeois, et d'un mépris de classe, je pense que quelque chose comme ça. On a vu que ça garde quand même une capacité de pouvoir, notamment par exemple au Panthéon, là, le fait de réinstaller, de montrer d'autres récits grâce à la peinture, c'est aussi un pouvoir, ça garde un pouvoir, quoi. Ouais. Enfin, il me semble que c'est un médium multiple. Et il me semble qu'on peut faire plein de choses avec la peinture et qu'aujourd'hui, dans la période que nous traversons, il me semble qu'on a un basculement de l'histoire, qu'on va en train
d'entrer dans une autre époque. On ne peut pas associer le progrès simplement à une rupture avec une technique ancienne, etc. On doit envisager le progrès d'une manière totalement différente. Ou alors sinon, on peut prendre un musicien, quelqu'un qui joue d'un instrument de musique ou qui prend plaisir à composer, et on peut dire que c'est un réactionnaire parce que l'intelligence artificielle peut faire de la musique à sa place. D'accord. Voilà. Bon. Trop bien. François Boiron. Comme on va le voir avec les images, toi, tu as justement eu un parcours où tu as commencé par on va dire, des dessins très stylisés, très accessibles comme ça, et tu t'es enfoncé, alors je le dis comme ça parce que pour vous raconter l'histoire, dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, de voir beaucoup plus classique, jusqu'à faire des portraits donc ça, c'est un nu classique, c'est une reprise. Bon, c'est compliqué, on va pas en parler maintenant, mais c'est une reprise de Ingres repris par Godard, voilà. Mais il y a encore récemment, tu faisais des vies de saints en peinture. Alors c'est quoi ce geste Non, mais je te dis, en effet, moi, j'ai commencé avec de faibles moyens. C'était vraiment. Voilà, donc ça c'est Saint François en extase. Ouais. Bon, en vrai, c'est toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur le... De me droguer, c'était. En effet, c'est justement pour dire, ne vous fiez pas aux images, ce n'est pas un saint, c'est juste un pauvre camé qui fait ce qu'il peut. Mais enfin, je dis donc à 20 ans, c'était une manière très saine de commencer parce que, en effet, aux Arts Déco, il n'y avait plus de cours de peinture. Enfin, personne ne m'a appris, ou ce qui était possible de prendre, c'était vraiment pas très sexy. C'était le luxe de la fraîcheur, mais tu peux pas rester frais pendant. Voilà, c'est très ans, vite. Ouais. En effet, donc il fallait évoluer, être un peu, élargir son vocabulaire, sa technique, tout ça. Puis ça m'a passionné. Moi, j'étais en effet un perpétuel insatisfait. Donc, puis les sujets que j'avais envie de traiter, ils avaient besoin que j'ai un peu plus de métier, quoi. Donc c'est pour ça d'aller au Louvre, c'était dans cet esprit-là. Et toi, t'as pas non plus lâché la question du dessin, qui est très important. Non, le dessin, c'est merveilleux, le dessin, c'est quand même un truc. En effet, Picasso, au fond d'une cellule, il peut toujours dessiner avec sa merde et tout ça. Enfin, c'est tellement basique et merveilleux ce qu'on peut faire juste avec un petit bout de papier, un crayon. Et tout passe dans le dessin, quoi. C'est assez merveilleux que quelqu'un fait un dessin, il y a une petite voix qui s'exprime, qui est vraiment reconnaissable très vite entre toutes. Moi, je trouve ça quand même assez fascinant qu'on puisse reconnaître un dessin d'un maître italien pas très connu. Il y a un truc tellement fort dans l'identité qui saute aux yeux. En plus, c'est merveilleux la peinture pour ça. C'est un truc tellement puissant à la fois. C'est un mystère de savoir pourquoi d'un coup on reconnaît que c'est même la matière, ne c'est même pas la forme, mais juste la matière de Rubens, de Velázquez. Ouais, tout à fait. Avec des types comme ça, c'est très fort. C'est très fort. On reconnaît chez mes confrères pareil. Hein. Ensuite, parlons gouache, Marie-Claire. Toi, ton rapport à la... Donc, tu fais des petits formats, on a compris, modestes, en A4 sur papier A4 à la gouache. Et en même temps, tu as par exemple beaucoup regardé les enluminures du Moyen-Âge, ce genre de choses de composition. Qu'est-ce que tu cherchais là-dedans, dans ton travail ? Alors, il me faut mon petit micro. Le médiéval, c'est une rencontre. C'est au fur et à mesure que les choses se construisent qu'on tisse des liens. Donc c'est parti du désir de gouache. Ça, c'est la toute première peinture qui est une forme d'encodage qui est déjà présent dans le format, les moyens, le sujet qui est... T'as déjà tout trouvé, quoi. J'avais construit quelque chose qui pouvait fabriquer de la peinture de façon longue et à l'écoute de la vie, donc qui n'était pas censée se fatiguer. Et donc là, c'est la toute première peinture que j'ai faite de cette série très très longue. Tu n'avais pas fait de peinture avant ça? Si. J'étais très formée à la peinture, mais le sujet de la peinture, c'était une chose qui me questionnait beaucoup. Que peindre? Et je me suis dit que le fait d'être embrayé avec sa vie, ça permettait de peindre de façon longue et toujours renouvelée, parce que la vie, elle est absolument inventive. C'est assez fabuleux. Le sujet du vécu. Le sujet du vécu, c'est une chose qui rebondit tout le temps
et qui est ferment d'imaginaire et on est toujours concerné par ce qu'on peint, donc il n'y a pas de... Et il n'y a pas de fatigue. Parce que tu es allé à Bayeux, l'enluminure, j'ai eu un copain qui s'appelait Guillaume d'Iguleville, qui est un petit pèlerin qui est né en 1330 et qui, comme par hasard en plus, s'est développé sur 300 peintures. Et moi, j'étais dans cette veine de peindre tous les jours, de raconter une chose qui était pour moi, qui avait un statut d'intérêt pendant 300 jours. Sauf les dimanches. Il y avait un truc comme ça, donc, qui était souvent des journées de rattrapage d'ailleurs. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me ressemble avec ce petit pèlerin. Il tombe tout le temps, il se fait rattraper s'il y croit. Il est naïf et il va à la Jérusalem céleste. Alors moi, c'était pas mon histoire, hein. Je n'étais pas du tout dans une relation chrétienne, mais l'histoire de la figure qui se déplace sur ses fonds dorés avec ses rencontres incroyables. Et puis il y a eu plein de rencontres avec ce travail. Et puis il y a eu après l'histoire d'aller, de nourrir son œuvre avec les œuvres des autres. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé. J'ai passé très tôt, j'ai commencé à chercher des résidences. Et la première a été réellement à New York. Enfin, il y a eu Berlin, il y a eu l'Allemagne. Mais New York, ça a été un truc assez majeur, où là, il y avait les Indiens. Et puis il y avait Hopper, qui était quand même à tous les coins de rue. Enfin, c'était assez étonnant. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de nourrir mon œuvre aussi de cette joie, des enjeux des œuvres des autres, qui se font aussi toujours sur cette question. Et Hopper d'ailleurs, dont le parcours est assez simple, parce qu'il a quand même passé le début de sa peinture en Europe à faire tous les musées du monde pour revenir avec un œil européen sur la nouveauté qui était les États-Unis. On peut résumer comme ça, c'est simplement. Il connaissait parfaitement la peinture. Dans Hopper, il y a Vermeer et tout ça. Et on a l'impression qu'il a eu un bagage qui a diffusé comme ça. Mais je crois très fort, moi, à cette culture que l'on intègre. Et alors, comme je vois que Marine est en train de commencer à me faire des petites grimaces et que j'aurais bien voulu parler d'un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était et dont je suis coupable également, donc c'est toujours sympa c'est la question de comment aujourd'hui les musées d'histoire accueillent les artistes contemporains beaucoup. Donc on peut penser à Guillaume Bresson à Versailles, on peut penser notamment à ce qui se passe à l'Orangerie ou encore Bilal Hamdad au Petit Palais ou des choses comme ça, et que d'un coup les artistes contemporains se retrouvent souvent en regard de l'art ancien, à le mettre en valeur. Et qu'est-ce que vous pensez de cette structure-là? Où là, bon, moi je le dis en ayant organisé aussi le jour des peintres, c'est que d'un coup on touche un peu une limite où les artistes, c'est aussi un art qui peut se déployer en dehors de l'histoire de l'art, en dehors du regard. Moi je trouve que ça crée du hors-temps. C'est quoi? Je trouve que ça crée du hors-temps. Et je trouve que l'art n'a pas d'âge. Ouais. C'est quelque chose qui justement est très intéressant, c'est que les œuvres se parlent entre elles et de façon très très étonnante. Tu veux m'aider, Raphaël? Parce que Raphaël, il faut savoir qu'il soigne les musées, donc là on peut parler de Toronto un petit peu ou pas? Oui, c'est ce que je te disais en off, mais... Non, mais m'en parle pas, si tu veux pas m'en parler, non, mais quand je disais, en préparation du talk... il n'y a pas de off ici. C'est que... Non, c'est vrai qu'on n'est pas filmé en plus. Non, c'est vrai que récemment, j'ai eu pas mal d'invitations à des expositions dans des institutions qui ont une histoire particulière. Et c'est vrai que là, je vais demain en Suisse pour... une exposition au Muséum Rydberg à Zurich, qui est un peu le Quai Branly local, on va dire. Et j'ai ce projet à Toronto en septembre prochain, qui est une intervention au Royal Ontario Museum, qui est un peu justement vraiment cette typologie de musée encyclopédique qui va de la peinture flamande à la civilisation égyptienne, ils ont tout, à la préhistoire. Voilà, et jusqu'à des animaux empaillés. Et c'est vrai que ce que je relève, c'est plus juste un truc que je me dis, quoi. C'est que souvent, effectivement, on me demande presque de réagir
par rapport à l'institution, à son histoire. Ou alors on me met au courant, on me dit par contre notre musée a eu une histoire particulière avec cette exposition en 91. Donc du coup je me retape l'historique du lieu. Tout ça pour dire que effectivement, enfin je ressens aujourd'hui, en tout cas alors moi avec ma pratique, en tout cas que et ton succès. Non, mais surtout que j'aborde des questionnements forcément qui sont attraits à l'histoire coloniale ou à d'autres sujets qui touchent des territoires aussi qui sont assez globaux, quoi. Parce que bon, moi, c'est vrai que quand je travaille, c'est vrai que mon travail a beaucoup d'écho avec la Caraïbe, mais c'est vrai que forcément, quand on évoque l'histoire de la Caraïbe, on évoque tout simplement l'histoire d'une bonne partie du monde avec le commerce triangulaire, avec cette colonisation de l'Amérique en tant que continent. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans une vraie réalité historique, quoi. Et du coup, j'ai perdu un peu mon fil, mais... Les musées, comment tu les souhaites? Non, mais c'est ça, c'est que du coup, effectivement, on est un peu dans une posture où, parce que j'évoque ces questions-là, on m'appelle finalement pour un peu soigner l'institution, comme tu le dis, ou donner une autre image. J'irai pas jusqu'à du greenwashing, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et à la fois, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, il faut en parler. Mais à la fois, faut aussi en voir un peu les limites, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je pense que notre travail peut aussi exister dans d'autres espaces. Et je pense que les deux sont importants, mais c'est vrai que ce vis-à-vis avec l'histoire, ce vis-à-vis avec l'histoire des institutions elles-mêmes, parfois peut être un peu lourde, quoi. Toi, par exemple, en ce moment, Nazanin, tu es dans une exposition qui s'appelle Histoire des orientalismes, par-delà les milliers de nuits, au Louvre-Lens. Pareil, alors c'est vraiment très intéressant qu'il se pose la question et tout ça, mais c'est comment tu te situes par rapport à l'exposition, ou peut-être tu nous racontes comment ça s'est fait. En fait, c'est une exposition qui défait justement le terme d'orientalisme qui est lié au 19e siècle. Et en fait, ça parle des relations entre des relations visuelles et des relations artistiques et d'échanges d'objets entre l'Occident et l'Orient à partir, si je me trompe pas, du XVIe siècle, ça veut dire peu après l'islam. Moi, je me situe très bien là-dedans parce que justement, ça parle des influences entre les cultures et qu'est-ce que ça en sort, etc. Sans que je sois l'iranienne du service. Donc, justement, c'est ça qui est intéressant dans cette exposition. Ça, c'est pour à ta réponse. Par contre, c'était intéressant. Mes copains ont dit des choses que je trouve que j'ai envie de les répéter de ma manière. La peinture dont on a parlé, tu as posé la question, l'art bourgeois, réactionnaire, etc. Je pense que la peinture, Céline en a parlé avec ces mots, la peinture comme le chant disparaîtra jamais parce que c'est primitif. C'est comme marcher, c'est comme en fait, depuis que l'homme existe, il a besoin de laisser une trace. C'est aussi lié à la postérité d'une manière inconsciente. Et donc la peinture, je veux dire, avec les postures, on n'y arrivera pas. L'art, c'est pas une posture. Autre chose qui a été dit, qui était super, c'était en fait. C'est en fait la base de ta conf, nous et l'histoire de l'art, c'est que il faut jamais oublier, on dit toujours, un peintre, il crée parce qu'il a vu quelque chose qui lui a donné envie de peindre. Et est-ce que c'est pas un peu épuisant aussi l'histoire de l'art? Est-ce que c'est pas écrasant aussi? Parce que c'est quand même, encore une fois, il y a une espèce de prétention de l'art. Peut-être que Marie-Claire... Non, mais il y a quand même... Quoi qu'il arrive, il y a un geste un peu prétentieux de dire « Allez, je fais partie de ce truc-là ». Mais dans ce cas, en fait, toute l'histoire de l'humanité est écrasante. Toutes les guerres, tous les pouvoirs, toute l'évolution de l'histoire est écrasante. C'est comme ça.
Alors, là, On est héritière d'une grande histoire. Et je pense aussi que le médium pictural aussi nous permet d'avoir cette distance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je peux avoir des réponses très historiques à certains projets d'exposition et certaines œuvres. Dans le même temps, je m'autorise parfois d'être dans des choses complètement imaginaires, oniriques. Et je pense que ça, c'est une vraie... Mais ça, tu me décrivais par exemple que quand tu étais jeune, tu étais peut-être plus formel qu'aujourd'hui, où tu fais quand même, t'es plus regardé aussi. Mais il y a quand même tu joues quand même avec des choses de l'ordre de la dynamite par rapport. C'est la vie des gens, c'est des histoires, des vraies histoires. Oui. C'est pas rien, quoi. Ouais. J'ai pas tout saisi de ce que tu veux dire. Tu disais qu'étudiant, tu prenais une tête de Yassine Ray, Oui, je suis beaucoup plus conscient des images que j'utilise ou des objets que j'utilise. Ça c'est vrai. Parce que aussi, effectivement, j'ai reprécisé des choses dans mon travail et que, justement, tout à l'heure, quand je parlais de figures qui n'ont pas de représentation et donc du coup, je m'attelle à représenter ces personnes qui sont un peu oubliées de l'histoire. Je pense par exemple au portrait de solitude que j'avais pu faire dans mon exposition au Panthéon, mais qui était aussi au Palais de Tokyo, dans une des grandes pièces textiles. Voilà, solitude, moi je me base sur des éléments biographiques dont j'ai accès. Alors parfois même ça peut être des éléments que je trouve qui sont pas forcément totalement réalistes, parce qu'ils vont être issus de fiction, de romans, de choses comme ça. Mais je vais aller chercher des images qui puissent correspondre, entre guillemets, à l'histoire, à la personne et à son histoire. Solitude, c'était une femme esclave qui a participé aussi également à une insurrection, mais en Guadeloupe. C'était une femme enceinte qui est décédée, exécutée. Sauf que l'armée napoléonienne a attendu qu'elle accouche pour pouvoir se saisir de l'enfant pour qu'il devienne esclave et a été exécuté le lendemain de son accouchement. Donc c'est des histoires qui sont lourdes, qui sont... Oui, désolé, je casse l'ambiance, mais du coup, c'est les seuls, par exemple, c'est les seuls points biographiques dont j'avais accès. Et du coup, moi, je tisse toute une histoire où je vais chercher des images. C'est l'œuvre qui est en haut à gauche. Effectivement, en allant chercher une sculpture vaudou du Bénin. Tu me parlais de la machette que tu n'avais pas fait exprès. Oui. D'ailleurs, il y a la machette et il y a aussi dans la scène de bataille le personnage central avec aussi une machette. Ça, c'est drôle parce que c'est des objets que j'utilise parce que ils me plaisent d'un point de vue plastique et donc ils sont issus de la collection du Quai Branly. Et au final, au moment où l'exposition ouvre, en fait, j'apprends que ces objets sont dans le programme de restitution au Bénin. Et c'était assez, c'était assez intéressant de voir que ces objets avaient une autre vie, quoi. Mais voilà. Donc. Alors, je fais sans transition aucune, mais comme je le vois se déconcentrer. François, qu'est-ce que ça fait d'être un personnage historique ? Parce que quand on regarde aujourd'hui quand on regarde des livres d'art sur le XXe siècle, en tout cas dans certains livres, on finit par la figuration libre et tout ça. Sachant que tu as une très belle exposition en ce moment à la Galerie Maya Muller, où je vous invite tous à venir ou regarder sur la chaîne YouTube la visite qu'on a fait ensemble en vidéo. Mais ton succès a aussi, d'une certaine manière, caché ce que tu continues à faire, Oui, un grand succès comme ça. On est un peu catalogué très, très vite, tout ça, donc après c'est difficile de. Mais ça fait quoi d'être catalogué ? Pardon ? Ça fait quoi d'être catalogué ? Toi, j'appartenais à la figuration libre, c'était délicat d'en sortir, mais. Moi, je suis un peu enfant gâté, donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Après, ça prenait du temps parce que les gens, en effet, ils sont habitués à un travail que tu fais, donc ils sont un peu déstabilisés, donc ça prend toujours. Donc la nouvelle exposition, les gens sont un peu
un peu perdu. Puis à la prochaine, à nouveau, c'est différent. Il te reparle de la dernière, que là, tout d'un coup, il trouve que c'est super. Donc, des fois, c'est un peu, en effet... Mais, enfin, tout va bien. Hein. Moi, Et là, maintenant, tu fais des tableaux que tu mets vraiment du temps à les faire. C'est des... là, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit que tu avais fait une exposition de jeunes peintres qui veut réussir. Quoi. Il y a un côté très démonstratif dans ta dernière exposition. Où tu dis, voilà, je suis là, tout ça. Ouais. Non, mais c'est un peu particulier parce qu'en effet, là, pour le coup, j'enseignais très longtemps aux Beaux-Arts et ça s'est arrêté. Je me suis retiré à la campagne et j'ai vraiment voulu prendre le temps de faire les choses comme... Et tu cherches le chef-d'œuvre ou pas, alors pareil? Bon, tant qu'à faire, oui. Enfin, non, mais non, c'est sûr que je n'essaye pas de faire des saloperies. Enfin, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu cherches à ce que ça soit au même niveau, enfin, que ça soit regardable à côté d'un Velasquez ou d'un Rembrandt. Non, en toute humilité, hein. Ouais, non, de Velasquez, ça, je me souviens parce que moi, dans les musées, je n'ai pas du tout le côté que ça... C'est un poids, moi je sens la bienveillance, enfin je vois plein de maîtres anciens très différents, tout ça, c'est fascinant parce que vraiment, c'est vraiment rencontrer une personne, de regarder une peinture, des fois on a l'impression de sentir leur respiration, tout ça, enfin c'est tellement parlant, le moindre petit trait de pinceau, enfin c'est une scène de crime, une peinture, il y a des indices absolument partout, même surtout si on veut pas en laisser, on en laisse beaucoup, et c'est fascinant pour ça. Et je sais pas pourquoi. Non, c'est très bien. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là. On va demander à la salle si vous avez des questions ou pas. Ah bah voilà. On a des habitués. Non, moi ça s'adresse à François déjà. Félicitations parce qu'on le dit pas assez souvent, mais vous avez marqué une génération aux Beaux-Arts. C'est ça, pas ça. Non, c'est vrai, on le reconnaît pas assez, mais vous avez donné envie à des élèves sur ces dernières années à réaimer le médium, à aimer la peinture, à sortir un peu de cette ce côté un peu mal aimé aux Beaux-Arts de Paris particulièrement. Et vous avez... Il faut quand même reconnaître que ça a pu se faire quand même. Il y avait plusieurs ateliers. J'étais Jean-Michel Alberola. Il y avait Philippe Cognier quand tu es arrivé aussi. Oui, Philippe Cognier, par exemple, Jamel Tata, enfin tout ça, il y avait des bons dessins. Je vois un confrère, c'est sûr. Et aujourd'hui, on parle d'une petite génération Boiron, notamment Maxime Biou et tous les autres. Ça me plaît, ça. Non, c'est vrai, c'est très... Voilà, je comptais le signaler. Bon, merci. T'as pas de question aujourd'hui. Mais par contre, ça peut voir, pour le coup, ça peut être intéressant parce que c'est... Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est lié au thème, c'est qu'il n'y a personne pour raconter ces histoires-là. C'est-à-dire raconter qui sont tes élèves. Alors, la question, c'est qu'on pourrait dire oui, mais c'est plus tard, ou je sais pas quoi. C'est délicat. Mais quand on regarde l'histoire de l'art, en fait, c'est tout de suite qu'il faut avoir des histoires. Hein. C'est que Vasari et Raphaël, c'est 30 ans après, il a déjà tout écrit, et puis on garde la même histoire tout le temps. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai. Ça, tu te poses, t'as des archives, sur les. Ah, toi, t'as une particularité, c'était un critique d'art maison. Il a encore une fois le chouchou, le gâté. Il a donc Hector Obal qui a suivi ton parcours toute ta vie et qui a pour le coup une base de données sur ton travail énorme. Ouais. Mais toi-même, tu travailles pas. Non, pas tellement. Non, je suis assez pas très rigoureux dans mes archives et tout ça. Alors que Marie-Claire, toi, t'es très rigoureuse dans tes archives. Il suffit de voir ton site internet où on voit toutes les époques, tout est très... Alors, pourtant, t'es quelqu'un d'assez modeste. Raconte-nous. Raconte-nous l'injonction contradictoire. Tu peux prendre ton micro? Oui. Il faut que je raconte quoi? Quand tu parles de ton travail, c'est magnifique ça. C'est bonheur. Hein. Bah ouais, c'est ça. Là, c'est elle dans le coin. Tu parles de ton travail en étant toujours assez modeste. T'as mis du temps à accepter qu'il soit vendu ou. Non, je n'imaginais pas que ce travail pouvait être éparpillé. Parce que c'est une série où les choses se tiennent et elles sont toutes en relation. Voilà, c'est un collier de perles très très long. Et j'avais pas envie de mélanger ma vie avec l'argent. Donc il y avait ça.
Et alors j'en viens à la question vache. Comment ça se fait que ton site est un des meilleurs sites d'artistes que je connaisse, c'est-à-dire ultra structuré, où on loupe aucune de tes œuvres. Alors c'est lié au temps, évidemment, il y a le temps... Je me fais du souci pour les artistes sur les autres sites d'artistes. Si le mien est remarquable. Mais le tien est vraiment remarquable. Il n'est pas très loin de l'Atlas de Gerhard Richter, où il y a tout de manière très, très comme ça. C'est possible. Très travaillé. Donc c'est important pour toi qu'il reste une trace de justement l'ensemble de... Parce que je l'ai imaginé comme étant une recherche de vie, une recherche longue, et je trouvais important qu'il n'y ait pas de perte. Voilà, qu'il n'y ait pas de perte. C'est plutôt ça. Oui, bah c'est... Donc enfin, dès le départ, tu vois... Pardon, non, je te coupe, mais dès le départ, tu as quand même... Oui, il y a une unité. Ouais, c'est ça. Par les formats, et le par travail s'est mis en vente très récemment parce que j'ai trouvé important de ça t'a montré l'éditer. Des expositions où on voit tout comme ça, des faire des éditions, donc le travail a pu du coup s'ouvrir au partage. Et donc on peut rêver la grosse édition avec toutes les œuvres. On remonte le temps. Non mais on pourrait la rêver, en 10 tomes. Ouais. Oui. Ah, ça va arriver alors? J'espère. Oui, on travaille. Et toi, Nazanin, c'est quoi ton rapport à l'archive, au fait de rester... toi, tu as eu beaucoup de catalogues, C'est quoi mon rapport? J'aime bien qu'il reste des traces, c'est sûr. Voilà. Parce que tes œuvres sont assez éparpillées, mais toi-même, t'as tout en stock, t'as tout gardé, Des images? Des images et tout ça, ouais. À peu près, oui. À peu près. Sauf mes toutes premières peintures et tout ça. Ouais. Parce qu'on faisait aux Beaux-Arts, non. Tout ça, j'ai pas vraiment gardé. Je disais, moi, j'ai ça. J'ai même mon dossier pour rentrer à l'école des Beaux-Arts. Oui, mais t'es plus jeune. Moi j'ai l'enregistrement de mon entrée aux Beaux-Arts. C'est vrai. Du son. J'ai passé mon diplôme avec François Boiron. J'ai un enregistrement aussi où il m'explique où sont les meilleures toilettes des Beaux-Arts. On peut avoir une fouille des archives, quoi. Ouais, moi j'ai gardé ça et j'avoue que c'est assez drôle de voir à quel point justement un peu les obsessions, les intérêts sont en fait souvent tous là. Alors formellement bien sûr un peu cata, mais de voir comment ça se construit et comment ça se développe malgré tout avec des intérêts inchangés. C'est assez beau même finalement. Et toi pareil, tu dois avoir aussi un atlas, pour le coup un vocabulaire, des archives de choses prêtes à être travaillées, ou pas tant que ça. T'as beaucoup d'images de côté. Alors ouais, j'ai beaucoup d'images de côté parce que j'en garde depuis que je suis aux Beaux-Arts. Donc c'est que numérique. Il y a pas de. Alors j'imprime beaucoup de choses, mais néanmoins j'ai les flopés de SSD, de disques durs avec plein d'images dedans. Et puis maintenant, à chaque fois que je vais soigner un musée, je me charge un peu de piller les collections. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut réclamer des HD et tout ça. Mais là, c'est ce que je fais à Toronto. Voilà. T'as mangé du squelette préhistorique au lichen jusqu'à une œuvre flamande. Et toi, Céline, c'est quoi ton rapport à la... Moi, je sais que tes tableaux, ils sont vendus, ils sont un peu... Comment tu gères ça? Tu gères pas ou on peut passer à autre chose. Non, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, je sais pas, c'est incompréhensible. Je suis totalement désorganisée et beaucoup de choses disparaissent. Voilà. Ils disparaissent vraiment? Parce que moi, j'ai des souvenirs d'expositions où il y avait des tableaux enroulés de kinés de Russie, que t'arrivais à aller... Les gens, ils prennent soin de tes affaires aussi, quand même, quoi. Non? Les autres? Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a, tu vois, c'est important que ça reste. Il y a quand même quelques tableaux qui restent, tout ça. Bien sûr. Ouais. Ok. Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas des questions? Allez, une petite question là. C'est que des. Bon, je sais que ce soir c'est la finale de l'île de la tentation. Il n'y a que moi que ça excite, mais bon, ok. Vous n'avez pas de questions? Bon, peut-être on va boire un verre alors. Ouais, on va boire un verre. Marine me dit ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Marianne Fall, à Marine Felford d'être générale de la DGP, Marine Bernier, Céline Caro, Mathieu David, Myriam Chaoui, Noé Bleton à la régie, Estelle Friedlander à la captation. Et voilà. Merci aux artistes. Merci beaucoup.